Et puis, il y a des programmes qui sont coordonnés par l'employeur, et puis des programmes concernant les biens personnels, la propriété, épargne, police d'assurance, etc. Et c'est sûr que les programmes sont comparables à un labyrinthe. Il y a toute une série de critères d'admissibilité qui varient d'un programme à l'autre, pas comme la définition de l'incapacité, de l'invalidité, les périodes d'emploi, les limites des actifs, tout ça, ça peut varier d'un programme à l'autre. Chacun a sa définition de l'invalidité et la barre de l'état indéterminé change d'un programme à l'autre. Par exemple, une personne, dans certains cas, n'est pas suffisamment malade ou atteinte pour bénéficier d'un programme, mais par contre, elle est considérée éligible pour un autre programme. Alors, par exemple, certaines personnes qui se qualifient pour l'assurance emploi et prestations maladie ne sont pas admissibles pour le RPC invalidité. Et donc, c'est très important aussi de parler des préoccupations financières. Et puis, il y a aussi d'excellentes ressources. Savez-vous aussi des élus, des députés provinciaux, des conseillers municipaux qui souvent ont des contacts à l'interne où ils peuvent agir comme agents de liaison pour vous aider. Et puis, ne pas oublier d'inclure vos dépenses médicales dans votre déclaration du revenu. Vous pouvez également contacter le régime des pensions du Canada Invalidité et compléter un relevé des contributions pour savoir à combien vous pourriez avoir droit, que ce soit de la part du RPC Invalidité ou du RPC Retraite. Et si vous avez plus de 60 ans, essayez de comprendre quelles sont les différences entre le RPC Invalidité et le RPC Retraite. Et peut-être considérer la possibilité d'appliquer pour les deux. Parce qu'ils ont des critères différents. Et puis parlez à votre médecin de la possibilité de faire une demande pour des programmes de revenus. Et puis, pour appuyer votre demande, demandez-leur si vous pouvez compter sur eux pour fournir toute la documentation et respecter les échéances. Alors, tous ces programmes exigent un suivi, bien sûr, pour que vous continuez à rester admissible pour recevoir les paiements, bien sûr. Et puis, chose aussi très importante, si vous revenez au travail, assurez-vous d'en savoir le plus possible sur comment le système ensuite peut marcher dans l'autre sens. C'est-à-dire, sachez que une fois que vous êtes sur une mesure, sur un programme, si vous appelez le gouvernement, ça pourrait déclencher une réévaluation de votre admissibilité. Donc ça, c'est important que vous le preniez en considération avant de relancer votre dossier. Quand vous appelez le gouvernement, assurez-vous d'avoir toute l'information avant. Donc ça, ce sont des petits points que je voulais partager avec vous pour cette journée. Alors merci. Nous allons passer maintenant aux questions et réponses. Merci. Alors nous allons donc prendre vos questions. Vous avez une question, appuyez sur carré 1 et vos questions vont être reçues donc dans l'ordre où on les a. Première question. Si vous avez des questions, appuyez sur étoile 1. Étoile 1. Donc nous n'avons pas de questions pour le moment. Je me demandais si on pouvait peut-être rediscuter de la question de l'approche oppositionnelle. Je sais que quand une personne commence à être en colère ou agitée ou stressée, elle tend à utiliser un langage un peu accusateur, comme vous faites ça, vous avez fait ça.
Et pour moi, quand je me trouve dans une situation que je trouve vraiment fondamentale, j'essaye de prendre une grande respiration d'abord. Alors, je ne sais pas si Mary ou Linda ou Pamela pourraient m'amener des commentaires là-dessus sur des techniques, des stratégies pour minimiser cette approche oppositionnelle. Oui, c'est sûr que c'est très difficile dans le feu de l'action de comment dire, de se freiner. Mais quand on se trouve face à une personne, ce que moi j'ai fait, par exemple, pour aider la personne, c'est que j'essaie d'engager le partenaire ou la personne qui l'accompagnait de façon à ce que les trois en interagissent. Quand la patiente arrive à un point où elle pourrait peut-être aller trop loin, alors c'est à ce moment-là que la tierce partie touche le bras, par exemple, de la patiente, et ça, c'est comme un signal. Et elle comprend, peut-être j'étais un petit peu trop loin. Et c'est vrai que on utilise beaucoup de ce langage en disant vous avez fait ou vous faites, et il faut qu'on s'approprie de la communication en se détachant de ça. Une chose que je pourrais suggérer, par exemple, si la personne est frustrée, ce que je suggérerais, je lui pose la question, comment est-ce que je peux vous aider pour atteindre votre objectif, par exemple? Est-ce qu'il y a une façon que je puisse vous assister pour pouvoir dépasser cet obstacle, par exemple? Donc, juste lui faire comprendre, je suis là et j'aimerais vous aider, mais il faut que vous me guidiez. Alors, en fait, vous vous mettez à la disposition de la personne et sans doute que ça peut faire tomber la tension. Est-ce que vous trouvez que les travailleurs sociaux, les intervenants sociaux ont suffisamment d'informations ou sont à même de fournir l'information pour les patients atteintes de cancer à travers les différents programmes disponibles dans un contexte de soins aux personnes atteintes de cancer? Je suis tout à fait d'accord sur le fait que les travailleurs sociaux sont une excellente ressource. Et certainement, ils sont aptes à répondre autant aux besoins émotifs qu'aux besoins plus pratiques. Alors, c'est sûr que les travailleurs sociaux aussi ont l'information sur les programmes gouvernementaux. Ils peuvent vous référer, vous aiguiller. Et parfois, il y a aussi des agences intermédiaires. Si le travailleur social n'a pas l'information, il peut vous référer à ces agences. Et les compagnies d'assurance, par exemple, aussi connaissent un bon nombre de ces programmes-là. Donc, trouver une seule personne qui connaît tous les éléments du puzzle, c'est sans doute difficile. Mais il faut qu'on puisse glaner le plus possible l'information. Et puis aussi être en mesure d'établir des priorités. Donc, c'est important aussi que l'on puisse mettre ensemble tous ces éléments du puzzle pour prendre des décisions éclairées. Et puis, on parlait du sexe comme un thème plus tabou, plus difficile à en parler. Et je pense que c'est un petit peu la même chose avec les finances. Ça avait un peu le même caractère, la même caractéristique qu'on n'en parlait pas, qu'on laissait ça de côté. Donc, est-ce que vous pensez que c'est encore difficile de faire parler les gens de leurs préoccupations financières? Et je pense que Linda et Mary, vos réflexions là-dessus aller dans le même sens, c'est-à-dire essayer de trouver un moyen sur comment ouvrir la discussion sur les questions financières.